politique, économique et culturelle en Guinée. C'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La Tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La Tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Ah oui, sur Chérie FM et nulle part ailleurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, la Tribune de l'actualité plus, l'émission qui analyse, commente et décrypte pour vous l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes lundi 11 septembre 2017, comme annoncé toute cette semaine. Un invité spécial ce matin ici dans ce studio sur ce plateau, Mamadi Yula. Il est Premier ministre, chef du gouvernement. Avec lui, il sera essentiellement question de l'actualité nationale. La Tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Justement, avec le Premier ministre, chef du gouvernement, on va aborder la rentrée gouvernementale avec ce mini-remaniement, le bilan des 20 mois passés à la tête de la primature, les chantiers prioritaires pour l'année 2018 dans les domaines de la santé, l'éducation, les mines, les infrastructures. On va surtout parler de l'accord de financement passé récemment entre le gouvernement guinéen et celui chinois. On abordera aussi le dialogue social, pourquoi pas l'organisation des élections municipales. Encore une fois, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour monsieur Condé et bonjour à tous. M'accompagne dans l'animation de cette émission Daouda Mohamed Kamara, mon compagnon d'ailleurs de tous les jours. Monsieur Kamara, bonjour. Bonjour Aboubacar Condé, bonjour à monsieur le Premier ministre, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Lamine Monyuma Sissé de la radio Digui FM. Monsieur Sissé, bonjour et bienvenue également. Oui, bonjour. La mise en onde est assurée côté radio par Kande Omar Kamara, cabinet Sano Abouakarami Bangoura, la réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe composée ce matin de Kadia Touré, Moroumou Kamara ici, micro-présentation Abouakar Condé. Monsieur le Premier ministre, vous avez été nommé il y a de cela 20 mois passés au palais de la Colombe. Quand vous êtes venu à la passation, comment vous avez trouvé ce palais? Ça vous fait rire? Bien, bonjour monsieur Condé. Bonjour. Je voudrais commencer par saluer vos nombreux auditeurs et aussi toujours vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez de parler à nos concitoyens, donc de parler à vos auditeurs. Effectivement, j'ai eu l'honneur et le grand privilège d'être choisi par le chef de l'État pour diriger le gouvernement il y a effectivement de cela une vingtaine de mois. Ouais. Et le gouvernement, l'action publique aussi se caractérise par une certaine continuité. Mais chaque équipe doit venir avec un agenda, ses spécificités, ses priorités, ses objectifs. Effectivement, quand nous sommes arrivés, rappelez-vous, nous sortions d'une situation difficile. Nous venions de passer 2 années. La Guinée a connu des épreuves terribles entre 2014 et 2015. Moi, j'ai été nommé à la fin de l'année en 2015, le 26 décembre précisément. Oui. Donc, nous étions dans une situation très compliquée. Donc, en raison de cette crise qui était due à l'épidémie de maladie à virus Ebola, l'économie avait été durement éprouvée. Ensuite, nous étions quelque part aussi en difficulté avec nos partenaires au développement, notamment le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne, tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, puisque le programme était suspendu. Ce programme, je le rappelle souvent, ce n'est pas le programme en tant que tel, c'est simplement un cadre de concertation et de coopération avec nos partenaires. Et malheureusement, ce cadre-là aussi était un peu en veilleuse. Et en fin 2015, nous avions une croissance presque nulle. Le taux de croissance en fin 2015 était inférieur à 1%. Donc voilà un peu le tableau fin 2015 qui, c'est vrai, n'était pas très réjouissant. Sans parler aussi du dialogue politique qui était un peu dans l'impasse d'ailleurs. Avec plusieurs manifestations à la clé. Voilà.
Et d'ailleurs, nous avons eu, j'allais dire, le privilège d'être accueillis dès que nous avons été nommés par une petite grève de nos amis syndicalistes. Oui. Mais ça aussi, ça fait partie du jeu. Donc, voilà, nous avions de nombreux défis au moment où nous arrivons. Et je dois dire que nous avons très tôt pris la mesure de la situation et compris qu'il fallait se retrousser les manches et s'atteler à la tâche. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé d'abord par regarder la situation économique, quelles étaient les mesures les plus urgentes qu'il fallait prendre pour remettre l'économie sur les rails. Parce qu'encore une fois, quand vous avez un taux de croissance presque nul, quand vous n'avez pas de coopération avec vos principaux partenaires au développement, c'est compliqué. C'est que voilà, la situation est compliquée. Ouais. D'accord, allez-y. Oui, monsieur le Premier ministre, votre nomination a démenti tous les pronostics. Ouais. On vous attendait pratiquement pas à ce poste, c'est vrai. Mais est-ce que vous aviez pris avant votre nomination la mesure de la gravité de la situation que traverse le pays? Et parce que le président de la République, avant son élection, n'avait pas pris la mesure de la chose. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Ah oui, mais c'est lui qui le dit aussi. Il dit qu'il ne savait pas que c'était aussi profond, le mal guinéen. Oui, bon, c'est une façon de parler. Je suis certain que le chef de l'État a certainement la situation, la mesure de la situation et des enjeux de la Guinée qui sont nombreux, c'est vrai. Oui, je n'étais pas spécialement ceux qui étaient attendus à ce poste-là. Il y avait de longues listes qui circulaient. On peut dire, des premiers ministrables. C'est vrai, je n'étais pas dans cette liste-là. Mais je dois dire, et ça c'est important de le rappeler, oui. Le chef de l'État a souhaité apporter du sang nouveau, peut-être une touche nouvelle. Des gens qui ont un profil différent, disons. Oui. Voilà, parce que c'est vrai, c'est pour ça que les Guinéens s'attendaient au profil habituel des gens qui ont fait la politique, des gens qui ont fait une longue carrière dans la haute administration, et c'est cela qu'on voyait. Donc le chef de l'État a bien dit qu'il souhaitait mettre l'accent sur l'économie, sur la gestion de l'économie, sur des gens qui ont un profil qui se rapproche plus à ce côté, on dit technocrate, oui. Mais bien que, bon... C'est l'expression la plus utilisée. Oui, ce mot, encore, bon, faut-il le prendre avec des pincettes. Mm-hmm. Mais, effectivement, le chef de l'État a souhaité apporter ce sang nouveau. Donc, c'est cela qui explique que, aussi bien moi-même, donc ma personne, mais aussi, comme vous constatez, de nombreux membres de cette équipe-là avaient un profil tout à fait nouveau dans le gouvernement guinéen. Donc vous avez vu, ce gouvernement a été caractérisé non seulement par sa jeunesse, par le profil que je qualifierais d'atypique de certains de ses membres, au regard de ce que nous savons historiquement de nos gouvernements, mais aussi par la présence de nombreuses femmes. Il faut se rappeler aussi que le chef de l'État a souvent rappelé qu'il dédiait donc son mandat aux jeunes et aux femmes. Donc le chef de l'État a tenu parole dans la composition du gouvernement Mamadi Yula. Voilà. Allez-y, Daouda. Consécutivement à la question de Lamine Monyoma Cissé, vous avez fait aujourd'hui 20 mois à la tête d'un gouvernement dans un pays où tout est prioritaire. Aujourd'hui, à vous demander quelle perception vous avez de la gestion de la primature guinéenne. Qu'est-ce pouvait être votre réponse? Alors, il faut déjà savoir c'est quoi le rôle du chef du gouvernement, d'un chef du gouvernement, donc d'un premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes dans un régime présidentiel où c'est le chef de l'État, donc le président de la République, qui est élu par les Guinéens, donc c'est lui qui est le dépositaire de cette haute responsabilité de la magistrature suprême, donc des destinées du pays. Mais notre texte, notre constitution prévoit le poste de premier ministre chef du gouvernement, et donc le chef de l'État, c'est à lui qu'incombe le choix du premier ministre, et c'est cela. Le rôle du premier ministre, c'est d'impulser
l'action gouvernementale, d'en assurer la coordination et de veiller à la mise en œuvre donc, des grandes orientations définies par le chef de l'État. Donc, naturellement, après notre nomination, nous avons reçu une lettre de mission signée des mains du chef de l'État qui définissait justement les grandes lignes de la mission que le chef de l'État attendait de nous. Et je dois dire que nous-mêmes, aussitôt après avoir reçu cette lettre de mission, nous avons travaillé avec l'ensemble des membres du gouvernement pour établir aussi une lettre de mission à chacun des ministres. Et ce faisant, nous avons travaillé de manière participative, c'est-à-dire que nous avons adressé un canevas à chacun des ministres en leur demandant de nous consigner les priorités et les actions phares. Donc, une fois cela, donc ça veut dire qu'on leur a demandé de participer à l'élaboration de cette lettre de mission, de manière à ce que, lorsque cette lettre de mission leur soit adressée, qu'ils soient effectivement en conformité et surtout à même d'atteindre les objectifs, qu'ils ne se disent pas qu'on leur a assigné des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre ou réaliser. Une méthode participative. L'autre question, c'est bien, il y a des responsabilités qui sont vis-à-vis du chef de l'État par rapport à la feuille de route, mais aussi il y a des responsabilités constitutionnelles qui imposent à chaque ministre entrant et sortant de procéder par exemple à la déclaration de ses biens. Vous êtes le chef du gouvernement. Est-ce que vous avez veillé à cela pour que chaque ministre entrant présente ou déclare ses biens à la sortie également? Oui, en fait, cela existe dans nos textes et certaines de nos institutions en sont chargées. En particulier, la Cour constitutionnelle. Non, je crois la Cour des comptes. La Cour des comptes, voilà, a adressé à ce propos une lettre à l'ensemble des membres du gouvernement qui ont fait. Le chef de l'État nous a d'ailleurs rappelé cela et lui-même a fait cet exercice pour adresser une déclaration de biens à la Cour constitutionnelle. Qui doit être enregistrée au secrétariat général du gouvernement. Voilà. Maintenant, Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, le choix des membres de ce gouvernement a été très atypique. Ça a amené beaucoup d'observateurs aussi de dire que beaucoup de ministres sont venus sans expérience. Vous qui coordonnez l'action gouvernementale, est-ce que c'est ce que vous avez découvert dans le travail pendant ces 20 mois? Alors, effectivement, beaucoup de gens étaient surpris, c'est vrai, de ce gouvernement, dont je viens de rappeler certaines caractéristiques, c'est-à-dire la jeunesse, mais aussi le parcours atypique. Mais parcours atypique ne veut pas dire absence de parcours et d'expérience. C'est bien dit. Voilà, donc, mais ce que cherchait le chef de l'État, c'est d'apporter justement cette expérience autre dans notre administration, dans notre gouvernement. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans l'administration, j'ai commencé ma carrière dans l'administration, j'ai passé plusieurs années dans le privé, dans le secteur privé, à la tête quand même de projets avec des entreprises internationales. Donc vous avez bien sûr, avec un tel parcours, une expérience, et c'est le cas de la plupart de ces ministres dont on parle. C'est des gens qui ont un parcours, qui ont fait un parcours, où d'ailleurs, il faut généralement, c'est au mérite que vous pouvez avancer quand vous travaillez dans des institutions internationales, quand vous enseignez à l'étranger. L'appréciation est très rigoureuse. Voilà, on ne vous choisit pas par affinité, on vous choisit en fonction de vos compétences. Donc, voilà, le chef de l'État souhaitait apporter aussi cette expertise. Et je dois rappeler une chose qui est importante, ce sont d'abord des Guinéens. Il faut le rappeler, ce sont des Guinéens. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas en mesure de servir leur pays. Ce sont des Guinéens, ils ont, comme tous les Guinéens, la capacité de servir leur pays. D'accord. Lamine Moyo. Oui, monsieur le Premier ministre, quand vous êtes arrivé, on vous a vu organiser des séminaires à l'attention des membres du gouvernement. Au total. Ce qui voudrait dire, ce qui répond parfaitement à l'inquiétude qui a été exprimée tout à l'heure. D'abord une retraite gouvernementale, ensuite un séminaire. Oui, et donc pour apprendre certainement la structure, comment fonctionner dans les départements ministériels, vous réservez de faire le bilan de votre prédécesseur, mais ça veut dire que ce n'était pas les fondamentaux n'étaient pas là quand vous êtes arrivé.
Oui, écoutez, on ne va pas... Oui, on va pas rentrer dans ce que ça veut dire. Voilà, faire le bilan de quelqu'un d'autre. Non, je crois que chacun... L'administration, c'est la continuité. Voilà, je viens de le dire en introduction. Chacun a son style. Voilà, mais les fondamentaux manquaient. Non, je vous laisse la responsabilité de cette affirmation. Mais d'abord, c'est pas deux. Nous en sommes déjà à 3 séminaires gouvernementaux que nous avons organisés. Voilà. L'année dernière, il y en a eu 2 et cette année, il y en a eu 1. Pourquoi séminaire? Parce que, encore une fois, le gouvernement, c'est une équipe. Donc, il est important, dans une équipe, de se retrouver, j'allais dire presque à huis clos, pour pouvoir échanger, s'accorder sur un certain nombre de choses et surtout créer ces liens qui permettent donc un travail... Favoriser la solidarité. Voilà. Donc ça, c'était aussi une des premières. Mais au-delà de ça, c'est tout un processus de gestion de l'action gouvernementale que nous avons souhaité initier. Je vous ai rappelé tout à l'heure que les objectifs ont été élaborés de façon participative avec les membres du gouvernement. Nous avons, à la suite de ce travail que je viens de rappeler, organisé le séminaire qui avait pour objectif aussi de préparer un peu les grandes lignes d'action. Parce que rappelez-vous, quand vous êtes nommé, normalement, vous devez aller devant l'Assemblée, faire une déclaration de politique générale. Donc, nous avons fait cet exercice-là aussi pour accorder, pour que chacun des membres de l'équipe gouvernementale sache ce que fait l'autre, quelles sont les priorités et les objectifs de chacun des autres membres, mais aussi de partager et donc d'échanger, de partager à travers ce séminaire. Le premier séminaire avait pour objectif donc de se mettre d'accord sur ces grandes lignes, sur la politique du gouvernement, la politique nationale que le gouvernement allait mener, avant d'aller présenter cela au Parlement. Le deuxième séminaire a permis de faire le bilan à mi-parcours, mais aussi de se pencher sur un certain nombre d'outils de travail, pour l'amélioration du travail gouvernemental. Parce que j'ai rappelé que les gens qui sont nommés au gouvernement ne viennent pas avec une formation pour le gouvernement. Ils ont leur expérience. Donc, il est important parfois aussi de se rappeler. Donc, nous avons recruté un cabinet qui est venu travailler avec nous pour partager avec les membres du gouvernement un certain nombre d'outils de travail au niveau du gouvernement. Donc, tout ça pour créer une synergie? Absolument. Le rôle du secrétariat général, l'organisation des conseils interministériels, conseil des ministres, un certain nombre de choses. Les réunions de cabinet également? Absolument. Oui. Parlant effectivement de ces différents séminaires, pour beaucoup d'observateurs aujourd'hui, la Guinée étant un pays qui se cherche de façon économique. Non, il a même dit tout à l'heure, en 2015, la croissance était... On est amené à se poser la question... Pourquoi un gouvernement avec autant de nombre de ministres, au point que certains pensent qu'il y a des chevauchements sur les priorités des différents ministères. Voire même les prérogatives. Quand on prend le ministère de l'administration du territoire, le ministère de la ville, le ministère de l'environnement, beaucoup d'autres ministères, on estime que les priorités ou les domaines d'intervention chevauchent. Et souvent, votre expertise est demandée pour trancher. Oui, effectivement, nous nous sommes penchés sur ces aspects. Lorsque le gouvernement a été mis en place, l'une des premières choses que nous avons faites, c'est de mettre en place une commission pour élaborer la structure et les attributions de chacun des ministères. Donc là, puisqu'il y avait, comme vous le savez... Est-ce que cela ne devait pas être fait plus tôt, avant la constitution du gouvernement? Si, le gouvernement a été constitué, les ministères ont été... si vous vous rappelez, on a annoncé la structure du gouvernement. Le statut. Voilà. Avant c'est les postes qui ont été annoncés. Mais quand vous changez la structure, c'est-à-dire que quand vous prenez un ministère est composé de quoi? Vous avez donc le cabinet, donc le secrétaire général, chef de cabinet, et puis vous avez les conseillers, des directions nationales, vous avez des services rattachés, ainsi de suite. Alors, quand vous changez la structure, vous devez veiller à la mission qui est assignée à chaque ministère. Et cette mission est mise en œuvre par ces structures-là, les directions nationales, les services rattachés, ainsi de suite. Donc, nous avons fait l'exercice pour nous assurer que la nouvelle structure, justement, couvre l'ensemble du champ de l'action gouvernementale. C'est-à-dire que lorsqu'on a créé, par exemple, le ministère
des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime, ouais. Nous sommes assurés, parce que là aussi c'était un ministère nouveau dans cette configuration-là. L'appellation était nouvelle. Voilà, donc nous sommes assurés que la compréhension, l'entendement, la mission de ce ministère soit bien conforme à l'action qui est menée sur le terrain. Donc cet exercice-là a été fait et nous avons rationalisé, nous nous sommes assurés qu'il n'y a pas eu de chevauchement, il n'y a pas eu aussi de zones d'ombre, de zones non couvertes. Donc, je vous rassure que de ce point de vue... Vous dites que de ce point de vue, l'exercice a été fait, mais on a vu récemment, entre le ministère du Commerce, par exemple, et le ministère de la Pêche, dont vous avez rappelé tout à l'heure, autour de l'accord de certains marchés de pêche ou de commercialisation des produits de pêche avec les Chinois, où ça a beaucoup crié, à Zérekore, à Kankan, à Kouroussa et autres, même à Conakry, on a vu des femmes qui se sont levées pour se retrouver devant le ministère. Oui, alors vous savez quand même, il faut aussi reconnaître que le gouvernement, c'est une équipe gouvernementale. Lorsque nous parlons de produits de pêche, automatiquement, le ministère des Pêches est concerné, n'est-ce pas? Forcément, oui. Mais lorsque nous parlons aussi de commercialisation de produits de pêche, c'est le ministère du Commerce. Il y a un autre ministère qui va se sentir concerné. Alors, dans ce cas-là, parce que aussi l'action gouvernementale n'est pas une action qui est compartimentée, chaque ministère ayant une mission. Non, il y a beaucoup de choses qui ont un caractère transversal dans un gouvernement. Donc, ces aspects, il arrive que dans la mise en œuvre, que pour une raison ou une autre, il y ait de l'incompréhension, ou alors que certains ministères... Au point parfois que certaines activités ne soient pas menées, parce que chacun se disant dans son coin que c'est moi qui dois faire ou c'est l'autre qui doit faire. On s'assoit, on observe, on ne sait pas concrètement qui va le faire. Parce que quand on prend le cas on va en parler tout à l'heure, le cas de l'assainissement, beaucoup estiment que chacun doit faire quelque chose. Et peut-être une dernière question avant qu'on passe au chantier prioritaire. Oui, monsieur le Premier ministre, on vous connaît très affectueux avant que vous ne soyez Premier ministre de la structure, de la bonne organisation, c'est bien. 20 mois à passer à la tête du gouvernement, on a pensé également que les ministres devaient avoir la possibilité de meubler leur département, leur cabinet, mais ce qui n'est pas encore fait. Et cela, d'après ce qu'on entend, donc dans ces différents départements, ça met en cause le bon fonctionnement dans ces départements. Qu'est-ce que vous faites, monsieur le Premier ministre, pour permettre à ces ministres de meubler leur département des personnes qu'ils estiment bien pour le fonctionnement de leur département respectif? Très bien. Alors, je veux vous répondre en disant que d'abord, la plupart des ministères, il n'y a pas de postes, il y a très peu de postes vacants. Cela peut exister dans un ministère ou un autre, mais de manière générale, toutes les positions importantes, essentielles, sont aujourd'hui pourvues, ou dans certains cas, il y a comment dirais-je, un intérim qui est assuré par quelqu'un. Bon, le choix des hommes, vous savez, il est judicieux. Là aussi, c'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de débats. Il y a bien sûr les impératifs de la gouvernance, donc de la mission qu'il faut accomplir, mais d'un autre côté aussi, il faut s'assurer que nous avons les hommes qu'il faut pour ces missions. Donc le choix, certes les ministères, pour ne pas dire les ministres, ont la possibilité de choisir leur équipe, mais ce choix ne doit pas être aussi fait simplement selon les bons vouloirs du ministre. Donc cela aussi doit se faire de façon concertée. Donc il y a cet arbitrage qu'il nous arrive de faire. Dans certains cas, le problème ne se pose pas. Mais c'est qu'il y a des super secrétaires généraux, des super chefs de cabinet, inamovibles, de ne pas permettre aux ministres de choisir leurs hommes. Et donc, il y a des super directeurs qui, malheureusement, ne se soumettent pas aux instructions données aux ordres de leurs ministres. C'est le risque. Alors, vous savez, dans toute organisation, il y a des règles. Et ça, c'est une chose, j'insiste là-dessus. J'ai tenu des réunions plus d'une fois au niveau du gouvernement pour rappeler
un certain nombre de règles de fonctionnement. Nous sommes dans l'administration, donc il y a des règles qui régissent d'abord l'administration, mais aussi il y a un certain nombre de règles comme le Code du travail qui régissent un certain nombre de choses, y compris les questions disciplinaires. C'est important. Oui, ça, je vous le rappelle, les ministres peuvent vous le dire. J'ai fait une réunion pour ça, j'ai demandé aux ministres, j'ai rappelé aux ministres qu'ils sont, le chef de l'État les a choisis, eux, comme chef de leur département. Donc, ils sont le premier responsable. Le chef de l'État a vu tous les autres, et c'est ceux qui ont été ministres. 12 millions de Guinéens. C'est ceux-là qui ont. Donc, à eux aussi de prendre leurs responsabilités. J'ai rappelé que quand il y a un problème qui se pose, il y a une procédure qu'il faut suivre pour vous assurer que votre subordonné, comment dirais-je, respecte vos instructions. Si cela n'est pas fait, vous avez des règles qui régissent l'administration que vous devez automatiquement enclencher. Et cela, je suis formel et j'insiste là-dessus, il faut suivre cette procédure-là. Il ne s'agit pas de se lever un matin, de dire je vais sanctionner tel, si vous n'avez aucun élément. Il y a une procédure pour cela. Lorsqu'une faute est commise, il faut documenter la faute. Il faut motiver. Il faut documenter la faute, c'est-à-dire que vous devez soit demander une explication par écrit, ou alors tout simplement mettre en place une commission de discipline, appeler, voilà, entendre la personne incriminée. Donc ça, il existe des procédures pour cela. Il faut simplement appliquer ces procédures. Et des traces tangibles. Voilà, exactement. C'est important de ce point de vue de le rappeler. Maintenant, avant de passer au deuxième point, vous avez fait 20 mois, vous avez décliné devant le Parlement, vous l'avez dit tout à l'heure, une politique générale du gouvernement. Aujourd'hui, parmi les promesses qui ont été annoncées dans cette politique de gouvernement, dites-nous concrètement quelles sont celles qui ont été réalisées, celles qui n'ont pas été et pour quelles raisons? Alors, nous, en venant à ces fonctions, nous avons décliné devant le Parlement, effectivement, un document de politique générale qui couvre bien sûr l'ensemble du champ de l'action gouvernementale. Sur le plan économique, nous avons commencé par renouer le dialogue avec les partenaires de la Guinée. Et j'insiste sur ce fait. Nous avons renoué le dialogue parce qu'il est important pour un pays comme la Guinée de travailler avec des entités, donc je veux parler des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui financent notre développement. C'est le cas de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'Union européenne et de tous les autres partenaires multilatéraux et bilatéraux. Donc nous travaillons avec eux et nous avons rétabli ce dialogue au bout de 3 mois, la coopération avec eux. Donc en gros, nous avions le programme qui était suspendu, donc en décembre, en fin mars, nous avons rétabli ce programme-là. Et à la fin de l'année, nous avons pu, pour la première fois aussi dans l'histoire de notre pays, mener à son terme un programme soutenu par le Fonds monétaire, par une facilité du Fonds monétaire. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, nous avons eu de nombreux programmes d'ajustement. Si vous vous rappelez, depuis des décennies, on parle d'ajustement structurel, mais c'est la première fois qu'un programme a été mené à son terme en Guinée. Donc cela, ça a été en 2016. En 2016 aussi, nous avons obtenu le taux de croissance de 6,6%, qui est le taux le plus élevé de ces dernières décennies. Même par année, ça fait plus de je crois, plusieurs dizaines d'années, 20 ou 30 ans, qu'on n'a pas atteint un taux de ce niveau-là. Donc ça, ce sont des résultats qu'il faut certes mettre ensemble. Mais pour aller dans le détail des choses, lorsque vous regardez au niveau des secteurs sociaux, aussi bien dans l'éducation que la santé, les budgets alloués à ces départements ont été augmentés. Dans le secteur de la santé, par exemple, il y a des indicateurs importants, comme le taux de prévalence, je prends le cas du paludisme qui est endémique dans nos régions, qui est en fait qui tue beaucoup plus que tout ce dont on parle, que ce soit le sida, principale cause de mortalité, même l'Ebola, en fait, le paludisme. Mais le taux de prévalence du paludisme a chuté de façon drastique ces dernières années, en raison donc des politiques qui ont été menées. Il y a d'autres indicateurs qui ont évolué dans le secteur social. Je ne parle même pas des investissements très importants qui ont été réalisés pour la réhabilitation
de nos structures sanitaires sur l'ensemble du pays. Vous voyez aujourd'hui, il y a eu un gros effort dans ce cadre-là. Sur le plan de l'éducation, là aussi, il y a eu il y a la politique initiée depuis le premier mandat du chef de l'État. C'est poursuivi de renforcement des capacités, de formation des personnels de l'éducation. Mais ce qui est nouveau récemment, c'est que nous avons engagé un programme de rationalisation aussi de la gestion dans ce secteur-là, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des sommes importantes qui étaient investies. Mais quand vous conviendrez avec moi, lorsqu'on regarde les résultats, le niveau des jeunes qui sont formés, on reste un peu sur notre faim. Oui. Donc nous avons voulu nous pencher sur le fond des choses pour regarder, mais en fait, à quel niveau se situe le problème. D'abord, nous avons voulu connaître la physionomie de notre système éducatif, connaître les effectifs, connaître le personnel enseignant, voir quelles sont les règles qui régissent tout ça. Et une des façons de le faire, c'est de quand même utiliser les outils modernes dont nous disposons aujourd'hui. C'est l'outil informatique à travers la biométrie et le recensement biométrique. Le recensement. Donc oui, ça vous permet déjà de savoir de quoi vous parlez. Parce que lorsque vous parlez de milliers de personnes réparties sur le territoire national, si c'est des papiers que vous devez prendre pour recenser cela, vous vous perdez. Donc l'outil informatique vous permet de visualiser, de savoir exactement voilà, à Kankan, vous avez combien d'étudiants, à l'Abbé, combien à Conakry, ainsi de suite. Donc ce travail-là aussi a été fait, avec quelques difficultés, vous conviendrez avec moi. Mais au moins, il y a un effort qui est fait dans les secteurs de croissance. Je ne veux pas rappeler toutes les initiatives importantes prises par le chef de l'État, notamment dans le secteur rural. Le chef de l'État s'est engagé personnellement pour booster ce secteur-là. Vous le savez, vous voyez les initiatives depuis l'année dernière sur l'anacarde, sur le café, sur le cacao, sur donc tous les appuis, notamment au niveau des engrais, au niveau de tout ce qui est produit phytosanitaire. Depuis un certain temps, cette politique a été mise en œuvre et a été boostée depuis 2 ans maintenant. Aujourd'hui, nous voyons des résultats. Et c'est pareil aussi dans le secteur de l'énergie et de l'eau. Là, je n'ai pas... Vous connaissez le printemps. À l'eau, nous, on n'a pas l'eau dans notre quartier. À Simbaya, il y a plus de 10 ans. Je parle du secteur... Par contre, il y a des quartiers aussi qui en ont constamment. C'est là où, à la CIG, par exemple, il y avait plus de 10 ans. C'est seulement la semaine dernière, on a applaudi l'arrivée de l'eau dans les robinets. Donc, ça veut dire que c'est mettre à l'actif de l'actuel gouvernement. Oui, vous savez, ce sont des travaux qui sont... Vous savez, quand un travail qui requiert des investissements lourds n'est pas fait, vous ne pouvez pas le régler en quelques mois. Ouais, il faut de gros investissements et ça prend un peu de temps à se mettre en œuvre. D'accord, l'invité ce matin ici dans ce studio, sur ce plateau, il est très spécial, c'est bien Mamadi Youla, il est Premier ministre, chef du gouvernement avec qui on est en train de parler de l'actualité nationale. On va aborder le deuxième point, monsieur le Premier ministre. La reprise après les vacances a coïncidé à un mini remaniement. Qu'est-ce qui a sous-tendu ce mini remaniement? Micro. Merci. Je voudrais rappeler que à la mise en place de ce gouvernement, il a été très clairement entendu avec le chef de l'État qu'on n'allait pas attendre lorsque il y avait un besoin d'apporter des réglages ou alors de corriger certaines insuffisances ou alors pour d'autres raisons, d'autres motifs qu'il fallait apporter des changements. On n'allait pas attendre de grands remaniements et qui, de manière périodique et ponctuelle, on pouvait passer en revue le travail de l'équipe gouvernementale et apporter les changements qui s'imposent. Et je puis vous assurer que ce travail, ce débat, ces discussions ont lieu régulièrement avec le chef de l'État pour s'accorder sur les dispositions à prendre. Je rappelle que c'est le chef d'État qui signe les décrets, c'est ce que prévoit le texte, mais ce travail est fait très clairement
avec le gouvernement et en particulier avec le chef de gouvernement que je suis. Le Premier ministre, oui. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure que vous avez eu une feuille de route de la part du président de la République. Vous aussi, vous avez certainement, vous en avez donné au ministre. Et on a appris, il y a des moments qu'il y a eu un examen donc, de l'application de ces feuilles de route. Le niveau d'application, l'évaluation des ministres, même si on n'a pas eu les résultats de façon officielle, on l'attend encore pour que la population juge de ce que font leurs ministres. Alors, est-ce que ceux qui n'ont pas, ceux qui ont échoué à leur examen, ce sont eux qui ont quitté le gouvernement, monsieur le Premier ministre? Enfin, écoutez, c'est pas. Nous avons organisé un séminaire lorsque nous avons fait l'évaluation en fin d'année 2016, puisque je vous ai dit que nous faisons une évaluation à mi-parcours, donc à partir de juillet, de façon très formelle, nous organisons des évaluations de la mise en œuvre des feuilles de route, donc des objectifs assignés à chaque ministère. À la fin de l'année 2016, ce travail a été fait et à plusieurs niveaux. Nous avons fait un travail de l'évaluation conduite par la primature, mais aussi au niveau du gouvernement. Nous avons même produit un rapport d'activité du gouvernement qui est très bien présenté, vous pouvez certainement y accéder. Mais donc nous avons organisé ensuite un séminaire pour justement examiner donc les résultats de l'année 2016 et puis se pencher sur les objectifs prioritaires et les ajustements à faire pour 2017. Ce séminaire, nous l'avons tenu. Nous avons invité la presse lors de ce séminaire qui s'est tenu à l'hôtel Noum, et nous avons justement publié un certain nombre, à titre d'information, d'actions, d'objectifs atteints, mais aussi d'actions qui ont été menées. C'est une liste de centaines d'activités. Voilà. Et ça, c'était un exercice de communication justement pour montrer, bon, nous n'avons pas souhaité rentrer dans l'exercice de dire voici les bons élèves, voici les mauvais élèves. Mais la reddition des comptes, ça vous est cher, ça rentre dans ce cadre-là, monsieur le Premier ministre. Nous sommes une équipe gouvernementale, nous faisons ce travail et on se parle franchement, et ensuite nous tirons donc les conclusions qui s'imposent. Oui, nous insistons sur la redevabilité des membres du gouvernement. Donc la réduction des comptes dont vous parlez, effectivement, nous importe absolument. Vous l'avez dit. Donc ça n'a rien à voir avec la feuille de route, le départ de ces ministres. Je dirais pas directement, mais quelque part, je pense que si certains ministres ont quitté le gouvernement, il y a... C'est pas un manque de résultats. Voilà, je préfère m'en tenir, ne pas rentrer dans trop de détails. Ce sont des gens qui ont aussi quand même servi le gouvernement, qui ont mérité à un moment donné la confiance du chef de l'État. Bon, pour des raisons ou d'autres, ils ne peut-être répondent plus à l'attente qui était placée en eux. C'est ce qu'on peut dire. Bien, on est là. Vous avez parlé de redevabilité tout à l'heure. La question qui revient le plus sur les langues de beaucoup de Guinéens, c'est que quand on est nommé ministre, on arrive, on exerce et après on quitte. Rien ne suit après pour savoir ce qui a été mis à notre disposition pour mener une action ou des actions. On ne cherche plus à savoir, ou un audit qui démontre vous avez objectivement utilisé ce qui a été mis à votre disposition ou pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que depuis longtemps, depuis les différents gouvernements, on n'a jamais assisté à cela. Bon, c'est vrai que j'ai rappelé tout à l'heure que l'action gouvernementale, c'est une continuité. C'est vrai que nous devons assumer la continuité, mais aussi ne nous demandez pas de gérer, d'expliquer, de justifier tout le passif des années antérieures. Ça va être compliqué. Je ne saurais pas le faire. Mais avec vous quand même. Mais nous travaillons sur un certain nombre de choses. L'amélioration de la gouvernance. C'est ça la clé. Pour résoudre toutes ces questions, il y a des textes qui régissent cela. Je vous rappelle, et le chef de l'État le dit souvent, nous avons introduit et adopté au Conseil des ministres, et cela même aujourd'hui, la loi a été adoptée, une loi anticorruption. Enfin. Nous l'avons fait. Le gouvernement l'a fait. Donc, il y a
une architecture qui existe aujourd'hui, des éléments de référence et surtout un cadre légal qui permet aux instances qui en ont la responsabilité, parce que tout ça est défini dans ce texte, d'exercer des poursuites pour ceux qui se seraient rendus coupables de mauvaise gestion. Donc un cadre existe aujourd'hui. D'accord, il y a un auditeur qui suit cette émission depuis Cancan à travers le bouquet Canal. D'autres aussi peuvent suivre l'émission avec le même système, Canal 460 dans Canal Plus Horizon Allé, sur la toile www.cherifmguinée.com ou également suivre à travers notre fréquence à la 104.1. Il veut savoir, selon l'article 53 de la Constitution, les nominations au poste de ministre sont-elles des propositions du Premier ministre, chef de gouvernement? Ou du président lui-même? Oui, la question de l'éditeur de Cancan qui nous suit à travers le bouquet Canal. C'est vous qui proposez ou bien vous apprenez comme nous autres? Non, je vous rassure que je n'apprends pas ça. Au moins, il faut être... je suis très formel là-dessus. Ceci fait l'objet de discussions avec le chef de l'État, je peux vous assurer. Et depuis le début, donc la constitution du gouvernement, jusqu'aux changements qui sont opérés. Voilà. Donc, vous me permettrez de... Oui, on va aborder maintenant les chantiers prioritaires pour cette année 2018. Vous êtes rentré, c'était la semaine dernière, après 2 semaines pour certains, 3 pour d'autres. Aujourd'hui, vous entrez avec quel souffle et avec quelle priorité sur les chantiers? Secteur par secteur. Nous avons... on parle de rentrée parce que c'est vrai, nous avons fait quelques semaines sans tenir de conseil interministériel, mais je peux vous assurer que même pendant cette période, nous en avons tenu quelques-uns de façon extraordinaire. Et nous sommes déjà... même ceux qui étaient présents, parce que le gouvernement n'était pas absent, les gens certains se sont absentés par petits groupes. Donc nous avons veillé à ce qu'il y ait toujours une continuité au niveau de l'action gouvernementale. Oui, traditionnellement, nous pouvons parler de rentrée et de reprise donc des activités. Depuis la semaine dernière, nous avons tenu, disons, le premier conseil interministériel de rentrée, c'était la semaine dernière. Et le message, bien sûr, que nous avons souhaité passer aux membres du gouvernement, c'est toujours rester mobilisés sur les objectifs. Nous sommes en cours d'exercice. Les objectifs qui ont été définis pour cet exercice vont se poursuivre. Il y a un certain nombre de chantiers, de dossiers importants, bien entendu, sur lesquels nous entendons mettre l'accent. Il y a des questions aussi brûlantes que la question de l'assainissement. Et je sais certainement que vous nous réservez des questions là-dessus. Mais il y a d'autres sujets. Aujourd'hui, les initiatives présidentielles, dont d'ailleurs certaines ont permis d'aboutir à des résultats très importants pour le futur, l'avenir de notre pays. Je veux parler donc des initiatives avec la Chine, donc, qui ont été portées depuis un certain temps par le chef de l'État en personne, donc qui permettent aujourd'hui de parvenir à cet accord cadre. Et il y a tous les autres objectifs, tous les autres chantiers importants, donc les dossiers d'infrastructure, que ce soit les infrastructures routières, l'électricité, le barrage de Swapiti, les questions d'éducation, de santé, le dialogue social, le dialogue politique, voilà, tout ceci a repris et nous n'avons que l'embarras du choix pour voir sur quoi nous allons nous pencher et à quel moment. Et souvent le porte-parole du gouvernement aime dire que tout est prioritaire. Damata Albert Camara, il parle même de priorité prioritaire. Alors vous qui êtes le chef du gouvernement, allons au cas par cas, prenons l'éducation. On a vu le président de la République a mis en place un comité de réflexion pour voir ce dont souffre réellement l'éducation guinéenne. Un document a été produit. Déjà, on commence à voir quelques réformes sur le terrain. À quoi peut-on s'attendre pour l'année scolaire 2017-2018, par exemple pour l'enseignement préuniversitaire? Sans occulter d'ailleurs, pour le compléter, le budget aujourd'hui alloué à certains ministères comme l'éducation.
Alors, je viens de vous rappeler que déjà en 2016, il y a eu un accroissement du budget alloué à l'éducation et cet exercice va se poursuivre. Donc, nous sommes dans une tendance en deçà de haussière, la norme. Hein. En deçà de ce qui se passait avant, en tout cas. Voilà, nous voulons voilà, et continuer dans cette voie-là parce que l'avenir de notre pays, c'est cette jeunesse, ce sont les jeunes. Donc, imaginez que si on ne prépare pas les jeunes, on prépare notre pays à être en retard. Demain, si on arrive à créer de la croissance, de l'activité dans le pays, si nous n'avons pas les jeunes formés, les ressources humaines qualifiées pour venir assurer, quand on parle de tous ces projets, il faut des gens. Quand vous construisez un barrage de plus de 500 mégawatts, c'est une grosse infrastructure quand même d'une certaine complexité. Qui va gérer cela dans le futur? On va toujours faire venir des étrangers. Quand vous voulez aujourd'hui, on est en train d'investir beaucoup d'argent pour mettre un hôpital d'un standard acceptable comme l'hôpital d'Onka. C'est des millions et des millions de dollars qui sont investis pour la rénovation. Mais quels sont les personnels qui vont venir travailler dans cet hôpital-là? Voilà autant de questions qui nous interpellent et qui nous amènent à nous pencher avec une certaine... j'allais dire, en se focalisant sur un certain nombre de priorités sur notre secteur éducatif. Le chef de l'État a effectivement mis en place une commission qui a fait un travail sans concession et qui a aujourd'hui produit un rapport avec un certain nombre de recommandations. Et aujourd'hui, nous commençons, le gouvernement a reçu ce rapport et l'a examiné et commence à mettre en œuvre un certain nombre de recommandations issues de ce rapport, de cette commission qui était constituée de représentants de toute la société guinéenne, donc depuis les enseignants, les syndicats, les parents d'élèves, la société civile. Donc voilà, aujourd'hui ce rapport pour nous est un outil important sur lequel nous entendons nous appuyer pour enrichir l'action gouvernementale dans ce secteur de l'éducation, notamment de l'enseignement préuniversitaire, mais pas seulement d'ailleurs. Oui, l'autre secteur, c'est bien la santé, et un secteur aussi prioritaire, certes. Aujourd'hui, avant d'aborder la santé, on va finir avec l'éducation, si vous permettez. Oui, okay. Quand vous prenez l'enseignement supérieur aussi, on a vu le ministre Guiro Baldé sortir un communiqué conjoint avec le ministère des Finances et celui du budget pour rehausser de façon considérable l'entretien des enseignants titulaires au niveau de ces enseignements de ces institutions d'enseignement supérieur. Tout ça, c'est pour quel objectif, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre? Alors, je vous ai dit que nous avons engagé aussi un exercice de rationalisation dans ce secteur-là, de l'éducation de manière générale, que ce soit l'enseignement préuniversitaire et l'enseignement supérieur. Nous venons d'achever les examens il y a quelques temps et il y a eu une économie substantielle par rapport au budget qui avait été alloué à l'organisation. 30 milliards, hein, comme le ministre l'a annoncé. Voilà, donc ça veut dire quand même aujourd'hui, parce que vous savez, hein, s'il n'y a pas de contrôle, voilà, quand vous mettez un budget, ben, le budget va être dépensé. Mais aujourd'hui, quand même, je salue d'ailleurs le travail du ministre qui a apporté... Voilà, le ministre Ibrahima Khalil Konaté qui a apporté un élan nouveau pour, en tout cas, mettre en œuvre les objectifs et surtout les attentes du gouvernement, mais aussi des Guinéens dans ce secteur-là. Sur l'enseignement supérieur, c'est pareil. Je viens de vous dire que nous devons préparer notre pays aux défis futurs. Pour cela, nous devons former nos jeunes. Mais pour former les jeunes, il faut que les formateurs soient motivés. Donc c'est pour ça que nous avons pensé qu'il était important de rationaliser la gestion du secteur. Que les sommes qui sont allouées à ce secteur soient utilisées de façon judicieuse et que les économies réalisées puissent permettre d'améliorer les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi d'améliorer le traitement des enseignants. Et donc ça fait partie
d'une des lignes directrices du gouvernement dans ce secteur-là actuellement. D'accord. Oui, monsieur le Premier ministre, vous avez parlé tout à l'heure de ministre Kaokare, de ministre de l'enseignement préuniversitaire, donc ne personnalisons pas. Alors, des examens, certainement, et on a vu, c'est moins de 30%. Alors, d'après certaines personnes, c'est l'échec d'une politique jusque-là, et d'autres estiment, et qui ne sont pas loin de vous, du gouvernement, qui aiment bien ce gouvernement, disent que c'est bien évidemment le résultat d'une réforme. Et vous pensez que c'est quoi parmi ces deux? Est-ce qu'un échec de votre politique de ce qui a été fait jusque-là? Écoutez, dites-moi vous-même, qu'est-ce que vous pensez que c'est la faute du gouvernement? Je dis encore une fois, nous assumons la continuité de l'action gouvernementale, mais je ne peux pas vous justifier tous les passifs. Mais il faut qu'on soit là aussi à la fois rigoureux, mais aussi qu'on soit nous-mêmes, que nous regardions en face nos propres réalités. Même la commission, le chef de l'État a mis cette commission. Lorsque vous lisez les recommandations, quand même, ces recommandations vont dans le sens d'améliorer le niveau de l'enseignement. L'année dernière, on a pris des élèves qui avaient des moyennes très faibles, 8, 7, voilà, 7 jusqu'à 7. Hein. Ouais. Voilà, pour les faire passer au bac. Cette année, nous avons souhaité que ce soit les élèves qui ont eu la moyenne qui puissent passer au bac, qui puissent être admis à l'examen du bac. Donc, évidemment, en étant un peu plus rigoureux, vous mécontentez, mais je préfère encore une fois qu'on puisse préparer nos jeunes à un véritable avenir en leur inculquant des valeurs de travail, d'effort, mais pas de la facilité. Surtout que c'est l'un des éléments de la devise de notre pays, travail. Voilà. Oui, l'autre question à ces niveaux, certes on peut se féliciter aujourd'hui de la valeur intrinsèque ressortie dans ces examens, mais l'autre conséquence c'est bien le manque d'infrastructures pour accueillir les nouveaux qui viennent en terminale et le nombre élevé d'élèves qui ont échoué, l'engorgement dans les écoles aujourd'hui. Est-ce que pas un autre problème que ça crée pour les encadreurs, les enseignants à l'avenir? Oui, ça pourrait effectivement être un problème avec le niveau élevé des redoublants. Mais là aussi, il y a plusieurs options. Hein. Il y a ceux qui veulent continuer, mais il y a aussi il y a la possibilité à partir de ce niveau de s'orienter vers d'autres filières, voilà, vers des écoles professionnelles. Mais ceci dit, je vous ai rappelé que le gouvernement, dans l'effort de rationalisation qui est en train d'être fait, va transférer donc les économies réalisées, parce qu'il y en a, aussi bien dans l'enseignement secondaire que dans le supérieur, pour améliorer donc, le plan infrastructurel. Voilà, les infrastructures et le traitement des enseignants. Donc cet effort-là, nous l'avons engagé et nous entendons le poursuivre. L'invité spécial ce matin ici dans ce studio et sur ce plateau, c'est bien Mamadi Youla. Il est le Premier ministre, chef du gouvernement. Avec lui, on est en train d'aborder toutes les questions liées à notre pays, la rentrée gouvernementale, le bilan des 20 mois passés à la tête de la primature, les chantiers prioritaires. Pour l'année 2018, l'accord de financement passé entre la Guinée et la Chine, également le dialogue politique et social. Et nous allons terminer par l'organisation des élections municipales. On va aborder le volet santé d'Aouda Mohamed Kamara. Oui, effectivement, en faisant aujourd'hui le tour du pays, parce que récemment j'en ai fait, on retrouve dans tous les villages, dans toutes les villes quand même, aujourd'hui, des infrastructures sanitaires qui ont été construites après le passage d'Ebola. Mais dans beaucoup d'autres, il y en a aussi qui se plaignent de l'équipement. L'infrastructure, elle est là, mais l'équipement n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un œil regardant sur cela? Ou c'est le manque de personnel? Oui, effectivement, vous touchez un problème tout à fait réel. Hein. Nous partions aussi de très bas, hein,
il faut dire qu'il y avait beaucoup, il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures, ou alors des infrastructures étaient dans un état voilà, assez délabré. Donc le gouvernement a dû initier cette politique pour reconstruire ou construire des établissements pour couvrir les zones qui étaient jusqu'à maintenant un peu laissées pour compte. Et je l'ai rappelé tout à l'heure en parlant du bilan de l'année, que des efforts substantiels ont été faits. Le niveau du budget alloué au secteur de la santé a été aussi substantiellement rehaussé. Ça fait partie des objectifs que le gouvernement s'est assigné, et cela a permis de construire non sellement au niveau le plus bas jusqu'au niveau national, comme les hôpitaux Donka et l'hôpital qui a été construit au niveau à Matoto, qui est un hôpital quand même d'un standard tout à fait appréciable. Donc tous ces efforts-là, bien sûr, demandent beaucoup de ressources, et nous sommes obligés de programmer ces interventions. Le gouvernement n'a pas juste construit ces infrastructures pour les laisser comme ça non fonctionnelles. Cet effort se poursuit aussi bien au niveau du budget national, mais aussi à travers tous les programmes et partenariats que nous avons initiés avec voilà, nos partenaires internationaux pour renforcer notre système de santé. Cet effort va se poursuivre, et les infrastructures qui ont été réalisées seront rendues fonctionnelles au fur et à mesure, aussi bien en termes d'équipement qu'en termes de personnel. La prise en charge de la césarienne n'est pas encore totalement effective, et pourtant ça tient... La gratuité. Oui. La gratuité, ça tient absolument au président de la République. Est-ce que vous vous rendez compte, monsieur le Premier ministre, qu'à maints endroits, cela n'est pas encore effectif? C'est possible, c'est possible. Je ne saurais vous donner d'exemples précis, mais je dis que quand, dans un pays de plusieurs millions d'habitants, une politique de gratuité comme celle-là peut parfois avoir des à-coups. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a seulement quelques années, personne ne parlait de gratuité de la césarienne en Guinée. Donc aujourd'hui, vous avez donc de très nombreux accouchements par césarienne, pour ne pas dire une large majorité, qui bénéficie de cette... Le fait qu'il y ait des accros quelque part ne doit pas occulter l'effort considérable qui a été fait pour ceux qui n'existaient pas avant. Cette gratuité n'était pas avant. Aujourd'hui, vous avez cette gratuité, et donc je préfère voir le verre, je dirais pas à moitié vide, mais le verre presque plein, et la petite portion vide là. Il ne faut pas qu'on s'attelle sur ça. Mais à ce niveau, monsieur le ministre Abakar Condé, si vous me permettez, à ce niveau, c'est que pour celle où la césarienne elle est gratuite, les dépenses après sont plus élevées par rapport à ce qu'on payait hier pour la prise en charge de la césarienne aujourd'hui. On vous dit que la césarienne elle est gratuite, mais ce que vous payez en achat de médicaments, en entretien et autres, vous dépensez plus qu'avant. Alors là, on a eu des plaintes de ce genre, des patientes. Vous m'envoyez très surpris, puisque la gratuité de la césarienne s'accompagne d'un certain nombre d'efforts. Et de mesures. Voilà. Je parle justement de ces mesures, notamment les kits césariennes. Donc c'est un kit, ça veut dire que tout ce dont une parturiente peut avoir besoin pour la césarienne est dans un kit qui est mis à disposition et qui fait l'objet de gratuité. C'est ce kit-là qui est gratuit. Qui doit, mais la réalité, elle est tout autre aujourd'hui, selon des observations. Bon, ça, je crois que comment dirais-je, les autorités du ministère de la Santé doivent se pencher sur la mise en œuvre effective, sur la façon dont cette mesure du chef de l'État, salutaire, cette décision du chef de l'État est mise en œuvre à travers le pays. Mais, encore une fois, le gouvernement paye ces kits et les met à la disposition pour les femmes qui viennent accoucher par césarienne. Donc ces kits sont gratuits. Alors abordons maintenant cet accord de financement passé entre le gouvernement
guinéen et celui de la Chine, qui s'élève à près de 20 milliards de dollars américains, selon le ministre d'État à la présidence chargé des investissements publics-privés, Ibrahima Kassouri Fofana. Comment tout cela a été concocté? Est-ce que le gouvernement a été fortement impliqué? Il nous parle d'un premier décaissement d'1,2 milliard pour des services urgents, notamment l'assainissement de la ville de Conakry, quand on sait que les ordures ont tué dans notre pays il n'y a pas longtemps. Comment tout cela va être organisé, Monsieur le Premier ministre? Alors, je voudrais rappeler que depuis depuis l'année dernière, voilà, le chef de l'État a initié cette démarche auprès de la Chine lors de sa visite au mois d'octobre l'année dernière. Donc le chef de l'État, comme si vous vous rappelez, s'est rendu en visite officielle en Chine l'année dernière pour justement lancer ce processus qui était déjà en préparation. Donc le travail s'est poursuivi durant tous ces mois et au cours de cette visite, d'ailleurs, le déplacement du chef de l'État était motivé par justement la signature de cet accord important qui est un accord cadre qui permet, contre la délivrance d'un certain nombre de permis pour accéder à des ressources minières, qui permet donc de bénéficier de financement de la part de la Chine pour la réalisation d'un certain nombre de projets dans le pays. Donc aujourd'hui, cet accord est un accord salutaire et le gouvernement, bien entendu, travaille en étroite collaboration avec la présidence pour aussi bien la préparation, mais surtout la mise en œuvre de cet accord-là. D'accord. Pour la mise en œuvre de cet accord, mais depuis après cette annonce, les interrogations se multiplient dans la cité, à savoir, est-ce que Alpha Condé n'a-t-il pas vendu la Guinée à la Chine? Comment alors la Guinée va faire face au remboursement de ce prêt? Alors, je viens d'utiliser le terme, je dis que c'est un accord cadre. C'est-à-dire que la Guinée et la Chine, après avoir travaillé pendant un certain temps, se sont accordés pour mettre en place un programme de coopération et de partenariat pour que la Chine puisse bénéficier de permis pour l'exploitation de ressources minières. Ces ressources ne sont pas données comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui sera fait comme ça se fait actuellement. C'est-à-dire la manière dont vous développez un projet comme, je prends un exemple, le projet Alufer ou un autre, les projets qui sont visés ici seront développés de la même manière. Mais seulement, cela entrera dans le cadre de cet accord-là. Pourquoi? Il faut bien comprendre l'esprit. Parce que 20 milliards de dollars, c'est plus du double de notre PIB. Du PIB de la Guinée. Le produit intérieur brut. Si on doit s'endetter aujourd'hui, prendre 20 milliards, on sera, c'est-à-dire pris à la gorge, on ne pourra jamais toutes les ressources de la Guinée ne suffiront pas du budget, parce que c'est le budget qui rembourse, pour rembourser, comment dirais-je, un tel emprunt. Donc, c'est pour ça que l'emprunt, il est encadré et les conditions sont clairement définies. Pour que l'emprunt soit, les décaissements donc se font, il faut aussi se rappeler que c'est un accord sur 20 ans. Sur 20 ans même, 2036. Voilà. Donc, les projets qui sont identifiés pour démarrer, c'est autour d'1 milliard et quelques. Voilà. Pour démarrer. 1,2 milliard. Voilà. Donc, et ça aussi, c'est pas en une année que ça se met en œuvre. Un projet, quand vous devez faire la route la nationale jusqu'à Mahmoud Daboula, imaginez que ça va vous prendre facilement 3 ans pour construire la route nationale au standard
Voilà, ça va vous prendre un certain nombre de temps. Donc l'étude de faisabilité n'est même pas faite encore, n'est même pas faite, monsieur le Premier ministre. Enfin, si, elle n'est pas totalement achevée, hein, mais aujourd'hui, on connaît, cette route-là existe déjà. Il y a des études préliminaires qui ont été faites, et une évaluation a été faite déjà. Hein. Il suffit de les réactualiser. Voilà, c'est finalisé. Oui. Vous avez d'autres projets dans le premier paquet qui est prévu. Donc, on a parlé, c'est pas l'assainissement, c'est la voirie de Conakry. C'est différent de l'assainissement. Donc, dans le premier paquet, il y a la voirie de Conakry. La réhabilitation des voiries. Voilà, les voiries de Conakry. C'est-à-dire, partout, c'est améliorer un peu le cadre de vie à Conakry. Ça, c'est à partir de quand? Cette année? C'est dans ce premier lot-là. C'est à partir quand est-ce qu'on peut voir sans doute l'application, l'exécution de... Si vous lisez l'accord, on dit qu'il entre en vigueur dès sa signature. Donc, le premier lot qui a été signé, qui a été énuméré dedans, l'entrée en vigueur, c'est immédiat. Ce travail, je vous dis, il y a eu un travail préparatoire qui a été fait avant la signature de l'accord. Plusieurs missions. L'argent, le montant, ce montant, excusez-moi, parce que les auditeurs nous écoutent, c'est des questions bêtes qu'on se pose dans les quartiers, cité, et qui ne sont pas bêtes pour ces auditeurs. Est-ce que l'argent est disponible en ce moment? Parce que c'est ce qui a été dit, que dès la signature, ce montant va être dégagé. Est-ce que c'est disponible pour que le gouvernement guinéen, les travaux qui ne nécessitent pas forcément d'études de faisabilité comme la réhabilitation des lancinante, voilà, donc est-ce que c'est disponible pour que ces travaux soient exécutés et maintenant, parce qu'on en a besoin? Vous savez, il faut bien comprendre aujourd'hui, aussi bien les deux parties, la Guinée et la Chine, se sont accordés sur un certain nombre de règles. Il ne s'agit pas de décaisser de l'argent que nous allons dépenser à notre guise. Le financement de projets obéit à un certain nombre de règles. Il faut d'abord identifier qui va réaliser. Quand on parle de la route, par exemple, qui va réaliser la route? Voilà. Donc, en général, dans ce cadre-là, ce sont des entreprises chinoises. Oui. Donc, quand vous dites que vous allez financer la route Koya-Mamoudabola, la route nationale numéro 1, donc, l'entreprise sera choisie et les décaissements se feront comme on met en œuvre un projet. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va commencer à travailler. Les banques qui vont financer cette partie vont décaisser l'argent en fonction de l'évolution et l'argent sera payé. Ce sont les décomptes qui seront payés à l'entreprise en fonction. Nous avons déjà réalisé Caleta avec les Chinois. Nous sommes en train de réaliser Swapiti avec les Chinois. Donc, en fait, ils ne nous donnent pas l'argent pour venir réaliser. Si vous voyez, ce sont des entreprises chinoises qui ont réalisé. Donc, ceci est encadré. Il ne s'agit pas de décaisser de l'argent pour mettre dans les caisses du trésor public, mais d'encadrer, pour faire le travail. Voilà, exactement, c'est ce qui est prévu. Oui, est-ce que cela, les explications que je viens d'écouter, monsieur le Premier ministre, est-ce que ça ne peut pas amplifier le doute que beaucoup de nos compatriotes ont par rapport à l'effectivité de cet accord cadre, parce que ce n'est pas le premier déjà, 20 milliards on en a entendu avec le projet Simandou, jusque-là malheureusement on n'a pas vu grand-chose. On a entendu des milliards également, peut-être que ça n'atteint pas le même montant avec Moubadala. On a entendu des milliards avec la coopération. Non, mais Moubadala, ils sont en train de travailler quand même. Il ne faut pas faire de l'amalgame. D'accord, ok. Alors, monsieur le Premier ministre, quelle assurance vous pouvez donner, par exemple, au Guinée, que cet accord cadre-là est différent des autres que je viens de citer tout à l'heure. Et à partir de cette date-là, vous pouvez voir déjà les travaux exécutés sur le terrain. Bon, déjà, il faut pas toujours prendre les exemples qui n'ont pas marché pour telle ou telle raison. Je viens de vous parler de Caleta. On a parlé de Caleta. Caleta a été réalisé. On a parlé de Swapiti. C'est quand même plus d'1 milliard de dollars. Si vous allez sur le chantier, vous allez voir des travaux. Vous venez de parler de Moubadala. Ça fait un certain nombre. Quand vous allez à Bokeh aujourd'hui, vous avez vu l'activité générée par les projets miniers qui ont même aiguisé un peu les appétits de beaucoup de gens jusqu'à commencer à faire des troubles parce qu'il y avait beaucoup d'activités, les gens voulaient avoir des emplois, des retombées. Donc il y a quand même des choses qui se font. C'est pas aussi... vous avez pris l'exemple de Simandou, c'est vrai, c'était un projet qui a fait gigantesque. Gigantesque. Méga. Voilà, c'était un grand projet, mais les raisons qui ont conduit malheureusement
à sa non-réalisation par Rio Tinto peuvent s'expliquer. Mais à côté de ça, il y a des choses qui se font. Donc, encore une fois, cet accord, c'est d'abord un accord cadre qui va financer un certain nombre de projets. Et ces projets seront financés sur des bases très claires qui ont été définies par les partis. Dans cet accord, vous avez donc le gouvernement guinéen, le gouvernement chinois, vous avez les entreprises chinoises qui vont exploiter des projets miniers en Guinée, et ces projets miniers sont censés générer des revenus par leur exploitation. Donc ces revenus vont venir alimenter des ressources au niveau de la Guinée qui devront permettre de rembourser progressivement les dettes qui seront contractées par la Guinée vis-à-vis de la Chine pour financer les infrastructures que nous venons d'énumérer. La route, la voirie, une université régionale dans le premier paquet. Et aussi, est-ce que c'est exclusivement les entreprises chinoises qui vont exécuter ces infrastructures? Oui, il va y avoir un appel d'offres ouvert. Non. Dans ce cas précis, il s'agit de l'entreprise chinoise. Je crois que c'est ce que. Et l'autre question que c'est la condition de la Chine. Et l'autre question que cela amène à poser, c'est bien autour aujourd'hui des partenariats. Certes, la Chine est un partenaire traditionnel, mais à côté, il y a d'autres partenaires aussi qui parfois n'apprécient pas l'offensive chinoise en Afrique, en Guinée particulièrement. Comment le gouvernement va-t-il manager les deux catégories de partenaires, partenariats chinois et les autres partenaires traditionnels? La Guinée a une coopération ouverte avec tous ses partenaires traditionnels et entend poursuivre cette coopération. Tout à l'heure, nous avons parlé du secteur minier. Aujourd'hui, dans la région de Bokeh, vous avez des investissements qui sont en cours. Quand vous allez, les gens sont en train de travailler. Vous avez un projet CBG qui comprend des entreprises américaines, australiennes, européennes même, donc qui sont en train d'investir quand même 643 millions de dollars pour l'extension de la CBG. Ça, c'est dans le domaine de la bauxite. Vous avez GAC, qui est une entreprise qui bénéficie de financement du Moyen-Orient, donc des Émirats arabes unis, qui aussi est en train d'être réalisé. Les travaux sont en cours. Il y a des travaux importants qui sont en cours. Là, nous parlons d'un investissement dans cette phase-là de plus d'1 milliard de dollars. Vous avez aussi Alufer, vous avez un investissement de l'ordre de 100 millions. Vous avez aussi les Américains et d'autres investisseurs. Vous avez la Russie avec Jiangjiang, qui actuellement, ils sont en train de travailler au niveau de Jiangjiang pour lancer le projet. Donc vous voyez bien que nous n'avons pas un partenariat exclusif avec la Chine. Nous sommes ouverts à tous nos partenaires. Je parle bien sûr des Européens, de tous les autres pays, et nous entendons poursuivre cette ouverture-là. Oui, alors, oui, Lamine, permettez-moi. Oui, très rapidement. Oui, monsieur le Premier ministre, vous savez, c'est un accord très ambitieux, et dont on parle encore dans notre pays, au-delà d'ailleurs. Est-ce que cet accord-là, parce que la crainte des gens aujourd'hui, c'est la capacité d'absorption de notre pays. Ça a été souvent mis en cause. Plusieurs personnes, par les voies les plus autorisées de notre pays. Est-ce que ce gouvernement est capable de créer des projets qui pourraient sans doute absorber ces fonds? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'ITIE. L'ITIE, vous avez participé sans doute à ce que vous êtes impliqué quand vous étiez à la Chambre des mines. Oui. Il faut le rappeler, c'est important pour que l'ITIE Guinée soit conforme. Maintenant, aujourd'hui, cette ITIE est menacée à cause de manque de moyens, de ressources pour pouvoir mener ses activités. Vous qui êtes le président du comité, qu'est-ce que vous faites à ce niveau pour débloquer la situation, pour ne pas que cela encore soit un véritable handicap pour brandir la transparence aux partenaires dans la gestion de nos mines? C'est les deux questions. Alors,
sur la première question, capacité d'absorption. Sur la capacité d'absorber ces investissements, nous avons, je vous ai dit, fait un travail préparatoire. Cette liste que je viens de vous énumérer, nous n'avons pas arrêté cette liste. Il y a des besoins ailleurs. Vous comprenez bien qu'en Guinée, nous avons de nombreux besoins. Si nous avons arrêté une liste, ce sont les projets qui répondent aujourd'hui justement à c'est-à-dire qui sont à un niveau de préparation suffisant et dont la faisabilité ne sera pas confrontée à ces difficultés justement que nous qualifions sous le vocable générique de faible capacité d'absorption, donc pour lesquelles ces questions ont été largement couvertes. Donc les projets qui ont été retenus dans cette phase-là répondent à cette préoccupation. Donc ce sont des projets dont la mise en œuvre peut aller très très vite. Donc ça, nous avons pris les devants. Le travail qui a été fait, le travail préparatoire justement, c'est de d'élaguer, mais nous travaillons aussi au niveau du gouvernement. Et ça, c'est pas à cause de ces projets, mais nous avons nous-mêmes, vous avez tout à fait raison de rappeler que le problème de capacité d'absorption a été pointé du doigt. Nous l'avons fait à l'époque, quelqu'un vient de le rappeler, le chef de l'État l'a rappelé très souvent, donc que nous souffrons d'une faible capacité d'absorption pour plusieurs raisons. Nous travaillons sur justement sur les raisons qui font que la Guinée a une faible capacité d'absorption. Nous travaillons sur cela et nous entendons bien améliorer la capacité d'absorption. Les raisons sont multiples pour lesquelles nous avons une faible capacité. Il y a de nombreuses raisons, tenant parfois aux ressources humaines, aux procédures de passation de marché, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui expliquent parfois cette faible capacité d'absorption. Donc, la façon dont ces projets déjà sont libellés devrait leur permettre de passer ce cap-là, de ne pas tomber sur dans le cadre un peu, je dirais, classique de cette faible capacité d'absorption. Pour revenir donc à l'autre question, nous avons, lors de la dernière session du comité de pilotage que j'ai présidé, nous avons identifié ce problème de financement et j'ai demandé donc au secrétariat exécutif de se pencher sur un certain nombre de solutions pour identifier des ressources pérennes. Parce que actuellement, ça se fait de façon un peu... Chaque année, ils viennent faire un plaidoyer pour avoir les ressources auprès donc, des différents partenaires et le budget aussi essaye de faire la pointe. Mais ce que nous envisageons, c'est d'identifier des ressources pérennes, c'est-à-dire que nous pouvons éventuellement peut-être voir au niveau des taxes dans le secteur minier, voilà, affecter un niveau qui permet de couvrir justement le fonctionnement. Donc ça, c'est une des pistes que je leur ai demandé d'explorer et de nous faire un rapport. Et une fois que cela sera fait, je pense que nous tenons à ce que la Guinée reste un pays conforme au niveau de l'ITIE pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes un pays qui a un potentiel minier important. Donc, le secteur minier est important pour la Guinée. Il est important que ce secteur minier puisse être reconnu, notamment pour sa bonne gouvernance. Et l'ITIE possède justement de cette préoccupation du gouvernement. Même si tout dernièrement, l'ONG nous a mal classés. Oui, bon, vous savez, parfois, les ONG ont des critères. Des critères ou même parfois un agenda qui leur est propre. Mais nous essayons, nous, de poursuivre de façon responsable les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous avons besoin d'améliorer la gouvernance dans notre secteur minier. Donc on ne le fait pas pour une ONG, on le fait parce que nous pensons que c'est bien. Pour les citoyens du pays. Nous devons améliorer la gouvernance parce que ça permet de mieux que ce secteur soit mieux géré. Et de booster la croissance. Absolument. On va aborder le dernier point avec l'invité spécial ce matin ici dans ce studio, sur ce plateau, Mamadi Gula, Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, la Constitution vous confère cette autre prérogative, la promotion du dialogue politique et social dans notre pays.
Pour l'année 2018, quelles vont être vos priorités? Alors, nous avons, au cours de l'année, nous avons eu une année assez chargée sur le plan du dialogue. Alors, on parle là du dialogue social, du dialogue politique. Tous les deux. On va commencer. Voilà. Donc, nous allons commencer par le dialogue social. D'accord. Effectivement, nous avons, comme vous le savez, nous avons eu en début d'année des troubles assez importants consécutifs à des mouvements de grève. Ensuite, nous avons eu un mouvement dans le secteur bancaire, mais grâce au dialogue que nous avons initié, il faut bien le rappeler, chaque fois que ces mouvements se pointent à l'horizon, nous prenons immédiatement les dispositions pour engager, avant même, puisque souvent avant les grèves, il y a des préavis. Donc nous engageons des discussions avec nos partenaires du syndicat pour essayer de trouver un consensus. Et suite au dernier mouvement, nous avons pu couvrir, avec d'ailleurs même, il faut le dire aussi, l'implication du chef de l'État, nous avons pu couvrir la plateforme, l'essentiel des points de la plateforme qui a été soumise. Il y avait encore quelques points qui étaient en suspens. C'était lié au transfert de la nouvelle grille, de l'ancienne à la nouvelle grille. Le gouvernement avait insisté sur le fait que, à la suite des augmentations substantielles qui avaient eu lieu les années précédentes, on avait bien expliqué et démontré que la Guinée était le pays qui avait procédé aux augmentations de salaire les plus importantes dans la sous-région au moins. Je ne connais pas pour le reste de l'Afrique. Et nous avions demandé aux partenaires, donc nous avons accepté de mettre en œuvre une nouvelle grille salariale, mais il était question, lors de ce transfert, nous nous sommes entendus que ce transfert ne devrait pas donner lieu à de nouvelles augmentations. Bon, c'est vrai que les partenaires sociaux, représentants notamment des travailleurs, évidemment souhaitaient encore bénéficier d'augmentations nouvelles. Nous avons rappelé la position du gouvernement. Et depuis l'accord qui a été passé dernièrement, il y a un comité de suivi qui travaille régulièrement et qui devrait d'ailleurs se retrouver dans les prochains jours pour faire le point. Donc je peux vous assurer que de ce point de vue, nous avons pu prendre la mesure des choses pour nous assurer que les intérêts de toutes les parties, les intérêts des travailleurs, les intérêts de la Guinée, puisque nous sommes dans le même bateau. La Guinée, c'est lorsque nous faisons des choses, il faut que que cela puisse être soutenable, que tous les intérêts de toutes les parties puissent être assurés. Au niveau du secteur bancaire, là aussi, nous avons eu un mouvement. Nous avons pu là aussi travailler d'arrache-pied avec les partis, avec les partenaires sociaux pour arriver à un consensus. Heureusement, ce consensus a pu être atteint. Je pense que de façon responsable et raisonnable, les partis ont accepté de signer un accord. Chacun a fait un effort. Et il faut le dire, aussi bien le patronat des banques que les représentants des travailleurs qui ont accepté de faire des efforts pour qu'un accord puisse être trouvé et que la quiétude revienne et que le travail reprenne. Ça aussi, ça a été fait. Et aujourd'hui, nous espérons que cet esprit, puisque le gouvernement n'est pas là pour faire la guerre à qui que ce soit, et nous espérons aussi que nos partenaires comprennent bien aussi cela, que nous nous battons pour l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Tous les efforts qui sont faits ici, tous les sacrifices qui sont consentis, à commencer par le chef de l'État, par le gouvernement, par tous les Guinéens, partout, c'est pour améliorer le bien-être de tout le monde, de tous les Guinéens. Et cela, il est important qu'on puisse se mettre d'accord sur cela pour atteindre, travailler dans la quiétude avec un certain consensus pour permettre à tous ces projets
sur lesquels nous travaillons. Nous venons de parler de beaucoup de projets. Oui. Mais vous comprendrez que ces projets ne peuvent se réaliser que si nous avons une certaine quiétude. L'argent a peur de bruit, dit-on. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan social. du dialogue social. En ce qui concerne le dialogue politique, je dois dire que l'année dernière, nous étions dans une situation où il y avait un besoin certain de relancer le dialogue, puisque nous avions des accords qui dataient d'août 2015 et qui arrivaient à échéance le 30 juin 2016 pour les élections locales. Et à l'approche donc de cette échéance du 30 juin 2016, j'ai tenu à ce que les partis se retrouvent. Donc j'ai convoqué toutes les parties à un dialogue. Je voulais le faire avant le 30 juin, mais les contraintes de calendrier n'ont pas permis. N'empêche que le 14 juillet précisément, nous avons tenu cette session de relance de ce dialogue avec toutes les parties. Bon, il y a un parti politique qui n'avait pas répondu, mais après cette première séance d'ouverture, nous avons confié au ministre de l'administration du territoire de poursuivre ce travail-là. Donc tous les partis donc, ont rejoint à partir de ce moment-là. Il y a eu un dialogue qui a permis d'aboutir à un accord en octobre l'année dernière. Et différents points ont été mis sur la table. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai rappelé que quand vous regardez ces différents points, il y avait des points qui incombent, certes, au gouvernement, mais il y a de nombreux points qui n'étaient pas du ressort du gouvernement. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit que le dialogue impliquait plusieurs parties. Ici, quand je parle de parties, ce sont les parties prenantes. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait, le gouvernement? Le gouvernement, d'abord, n'était même pas parti au dialogue. Nous avons souhaité ne pas être impliqués directement dans le dialogue l'année dernière. Les partis, cette fois-ci, les partis politiques, qui sont les représentants, donc aussi bien la mouvance que les partis d'opposition, ont décidé de choisir le ministre de l'administration du territoire, qui est leur ministre de tutelle, pour arbitrer le dialogue qu'ils allaient avoir. Pour une fois. Voilà. Donc le gouvernement n'avait pas de représentants au dialogue. C'est un dialogue entre les partis politiques. Ils se sont mis d'accord. Ils ont fait un certain nombre de recommandations, donc qui portaient sur, bien sûr, le code électoral, la CENI, bien sûr... La tenue des élections. Les élections, j'allais terminer par ça, mais aussi il y avait les prisonniers... L'indemnisation des victimes. Voilà, un certain nombre de choses comme ça. Donc aujourd'hui... il y avait les blocages, il y avait des blocages qui incombaient par exemple à la CENI, hein, qui étaient, comme vous le savez, il y avait beaucoup de tractations au sein de la CENI en fait depuis plusieurs mois, et vous avez vu finalement, voilà, la CENI eux-mêmes, ils ont traversé une crise. Voilà, traversé une crise, et ça c'était un des blocages aussi qui ne disait pas son nom. Oui. Il y a, le fonctionnement interne. Voilà, il y a aussi les textes, notamment sur le découpage. Sur le découpage, il fallait mettre en conformité la Constitution pour les circonscriptions électorales, la Constitution avec la loi électorale. Voilà. Là aussi, il y avait une certaine dichotomie entre les circonscriptions. Donc là aussi, il fallait mettre cela en conformité, et ça passait par l'Assemblée nationale. Donc finalement, après moult tractations, cela a pu se faire. Le texte a été revu par l'Assemblée et transmis à la Cour constitutionnelle. Là aussi, il y a eu un certain nombre de discussions d'aller et venir, mais nous avons pu couvrir tous ces aspects-là. Donc, le dialogue politique aujourd'hui se poursuit. D'ailleurs, je crois qu'il y a une session qui se tient aujourd'hui même. Comité de suivi. Voilà, du comité de suivi qui se tient aujourd'hui même et qui devrait aboutir très bientôt à des propositions concrètes pour la tenue des prochaines élections. Nous savons qu'il y a un enjeu lié au budget, puisque le budget qui est demandé par la voilà, de 300 milliards est au-delà de ce que le gouvernement a prévu, mais c'est la CENI qui a fait cette demande. Nous allons bien sûr l'analyser, discuter avec toutes les parties pour voir finalement qu'est-ce que nous pouvons retenir pour
pour que les élections puissent se tenir le plus rapidement. La dernière question. Je voudrais rappeler que le chef de l'État, il n'y a pas très longtemps, avait fait une déclaration demandant à toutes les parties prenantes de travailler dans l'urgence pour l'organisation prochaine des élections locales. Voilà. Oui, ça paraît très reluisant à vous entendre parler. Et pourtant, il y a vraiment blocage. C'est pourquoi l'opposition veut marcher le 20 septembre, monsieur le Premier ministre. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui a été fait. Mais il y a un cadre. Le cadre de dialogue est fait pour ça. C'est pour venir discuter. Je rappelle les élections ne sont pas organisées, monsieur le Premier ministre. J'ai tenu à rappeler que le gouvernement n'est pas celui... La CENI, par exemple, est indépendante. Le gouvernement ne donne pas des instructions à la CENI. Le budget, c'est le gouvernement qui dégage. Voilà. Non, mais le problème n'est pas que le budget. Je regrette. Ce n'est pas que le budget. Quand la dernière crise même de la CENI en a une illustration. Quand le problème s'est posé, dire que nous allons avoir les élections... Certains disaient qu'on va... Non, il faut les élections dans les quartiers, parce que le débat a commencé par ça. Oui. Et d'autres disaient non, on ne peut pas tenir les élections dans les quartiers, mais c'est plutôt dans les communes. Mais quel était le débat à ce niveau-là? Et puis il y avait les instruments juridiques à corriger. D'abord, on ne peut, selon les textes, quand il faut faire des élections, si on doit se coller au texte, chaque bureau doit être présidé par un magistrat. Nous n'avons pas assez de magistrats dans ce pays pour couvrir tous les magistrats du pays réunis pour couvrir des élections dans les quartiers. Il y avait des raisons objectives qui faisaient que ce n'était pas possible. Tout cela est réglé aujourd'hui. Pourtant, les gens ont tiré sur ça pendant longtemps pour créer... Moi je dis, c'était quand vous savez que quelque chose n'est pas possible et que vous insistez dessus, vous créez l'impasse. Ça, c'est pas le gouvernement. C'est réglé aujourd'hui quand le texte, justement, la loi électorale, le texte qui a été revu à l'Assemblée, justement, visait à corriger ces problèmes-là pour qu'on se mette d'accord clairement sur les circonscriptions électorales faisant l'objet d'élections locales. Est-ce qu'on aura les élections avant la fin de l'année? Ce n'est pas... je tiens à préciser, ce n'est pas au gouvernement seul de dire on va aux élections demain. Le gouvernement, parce qu'on a voulu dans ce pays, il faut qu'on respecte nos textes, on a voulu dans ce pays qu'il y ait des instances indépendantes. Indépendant veut dire indépendant. Donc, quand la CENI, au départ d'ailleurs, la CENI était partante pour ces élections locales là, dans les quartiers. Donc, le chronogramme avait été... Oui, la CENI est indépendante, monsieur le Premier ministre, pour terminer l'avocat Condé, si vous me permettez. Oui. Elle a aussi une dépendance financière. Aujourd'hui, le gap, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 100 milliards, 100 et quelques milliards, mais le gap, comment aujourd'hui on peut rattraper ce gap-là pour nous permettre quand même d'aller à ces élections comme annoncé avant la fin de l'année 2017? Les discussions se poursuivent. Le comité de suivi comprend aussi bien les représentants du gouvernement, mais des partis et de nos partenaires. Oui. Nos partenaires, pardon, excusez-moi, nos partenaires font partie de ceux qui aussi financent avec nous les élections. Donc nous allons poursuivre cette discussion. Aujourd'hui, je vous dis qu'il y a une session et on verra, en fonction du consensus qui va se dégager, le discours ne rassure pas l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut pour ne pas que l'opposition marche le 20? Écoutez, monsieur, ne m'amenez pas dans des politiques, dans des polémiques que je ne souhaite pas ouvrir ici. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a un cadre qui est mis en place pour présenter ses arguments et discuter avec les autres partis. D'accord. Mais ce qu'on ne parle pas souvent, c'est l'indemnisation des victimes. La procédure semble être très longue et compliquée. Est-ce que les fonds dont on a parlé ont été mis en place? Est-ce que leur alimentation également a commencé pour assurer ces victimes? Je pense que la volonté du gouvernement est très claire là-dessus. Mais vous comprendrez très bien que sur des faits qui se sont déroulés sur plusieurs années, qui ont impliqué toutes sortes de casse, parfois de violence, d'actes de vandalisme, ainsi de suite. Si vous dites aujourd'hui nous allons indemniser tout le monde, moi je me rappelle il y a plusieurs années, j'ai vu dans ma cour une bombe lacrymogène est tombée. Donc vous-même vous êtes une victime. Non, si vous comprenez, non, je vais vous dire un peu la complexité de ça pour fixer des règles
pour dire que quelqu'un est éligible, pour qu'il n'y ait pas de dérive et de dérapage. C'est quand même des ressources. L'État n'a pas des ressources infinies, puisque c'est l'État qui va devoir mettre la main à la pâte pour faire ça. Mais c'est terminé avec. On va partir avec les auditeurs. Je crois que c'est terminé maintenant. On va aller avec les auditeurs. Déjà, 2 sont en ligne depuis 15 minutes maintenant. Le premier, c'est bien. Kalo Ibrahima. Voilà, bonjour. Bonjour mes frères journalistes. Bonjour à monsieur le Premier ministre. Bonjour. On vous remercie de votre invitation, acceptation de venir à la radio du peuple. Ça, c'est la radio du peuple. C'est eux qui nous laissent parler à la radio là-bas. On donne nom de compte de vous. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre, oui. Excusez-moi, chef de gouvernement. Et on avait vu ici peu de vos cadres, le ministère des Affaires étrangères qui ont été mis à la disposition de la justice, le secrétaire général du département et le chef de cabinet Mamadou Badjirate. C'est la justice et de blanchir. Pourquoi votre gouvernement n'est pas le rétablir sur les droits? Un, de deux, le ministère de la Justice vient de faire le nouveau code pénal, le code de procédure pénale. Moi qui vous parle, je gagne un procès contre quelqu'un qui m'a escroqué, et qui a 550 grammes l'or. Je gagne jusqu'au niveau du Cour suprême. J'ai tout fait pour que le parquet assiste, pour que la décision rendue au niveau de la Guinée, au niveau du Cour suprême, soit appliquée. Impossible de le voir. Le procureur général dit que lui n'est pas à la disposition. Il faut voir le ministre. Est-ce que c'est votre instruction de ne pas accepter que le ministre de la Justice recevoir les citoyens? Le troisième question que je voulais vous poser. Rapidement. Et je vais finir. Tout à l'heure, il a parlé que la CENI est indépendante. Mais ce n'est pas la CENI qui fixe la date de l'élection. Il propose, si le président de la République ne veut pas une date fixée par la CENI, est-ce qu'on peut parler là-bas d'indépendance? Enfin, je veux féliciter ici un de vos frères, un de vos jeunes frères, un patriote, qui a aidé beaucoup les Guinéens. Voilà, d'accord, on n'est pas là pour apprécier, ce n'est pas une émission d'appréciation. Merci à vous, Kalo Ibrahima, d'être passé dans cette émission. Si tout le monde vous voulez appeler au même moment, ça va être comme l'autoroute, beaucoup de véhicules à la fois, ça va s'embouteiller et on ne va pas se comprendre. Monsieur Kramou Kaba. Monsieur Kaba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Très rapidement, 30 secondes. Ah, il est parti. C'est justement cela, hein, monsieur Kouyaté Alpha Kabiné. Kouyaté Alpha Kabiné, bonjour. C'est compliqué, tout le monde veut. Oui, bonjour, mes frères. Bonjour à l'ensemble des auditeurs. Je salue l'excellence, monsieur le Premier ministre. Un homme qui, d'ailleurs, est très rare dans ce que nous avons vu ici, la succession des premiers ministres. Il fait le tour des radios. Il est très proche des médias. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de questions taboues. Et c'est ce qui doit être d'ailleurs dans ce pays parce que les gens confondent beaucoup les choses ici. Et étant homme de sérail, monsieur le Premier ministre, vous avez passé un peu de votre temps dans les mines. Et avec d'ailleurs le projet vous êtes là, un des fils qui a pu mobiliser 4 milliards pour son pays. Et qu'on soit reconnaissant d'ailleurs pour vous. Je vais vous demander, monsieur le Premier ministre, par rapport au projet de hyperdynamique qui avait suscité beaucoup d'encre et de salive avec le partenaire avec M. Famara Kourouma, et on a vu le contrat résilié, et on a vu un autre partenaire américain qui est venu sur le même label hyperdynamique, et aujourd'hui les résultats ne sont pas concluants. Qu'est-ce que ces partenaires ont pu envisager pour la Guinée? Est-ce qu'ils veulent se jouer de la Guinée ou bien c'est parce que le pétrole n'est pas en Guinée? La question est comprise. Monsieur Diallo Aboubakar. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour la grande radio sur les Guinée. Moi, je salue à son excellence, monsieur le Premier ministre. Merci. Oui, je vais lui poser des questions. Monsieur le Premier ministre. Une question suffit, s'il vous plaît, monsieur Diallo. Oui. Maintenant, pourquoi le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement ne met pas pour que les jeunes aient le travail? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de chômage dans le pays. D'accord. Et la deuxième question, pourquoi ces personnes c'est-à-dire qui font des relations pareilles
Pourquoi? C'est-à-dire, quel est le rôle du Premier ministre? Merci, vous êtes compris, M. Diallo, Mamadou Siradio. Siradio, bonjour. Bonjour, M. Bakar-Condé. Moi, je voudrais lui poser des questions. La première question, c'est la question d'un troisième mandat. Ah, il est parti. On l'a perdu. Sauf qu'on n'est pas là pour parler du troisième mandat. On va rappeler d'abord les questions qui sont posées, puisqu'on en a beaucoup. La première question de Kalo Ibrahima, qui est autour des deux cadres du ministère des Affaires étrangères, dont la justice a blanchi, mais qui jusqu'à présent n'ont pas été rétablis dans leurs droits. Effectivement, j'ai eu vent. Je dois reconnaître que je n'ai pas reçu personnellement ce dossier sur ma table, oui. Mais j'ai eu vent lorsque je venais de prendre fonction, oui. Qu'il y avait ce problème qui courait au niveau des affaires étrangères, oui. Et que voilà, il y avait des passeport diplomatique, des cadres voilà, qui avaient été suspendus et même poursuivis en justice, et que par la suite se sont retrouvés élargis, donc remis en liberté. Aujourd'hui, si ces cadres ont été blanchis par la justice, donc si leur responsabilité ils ont été disculpés, n'a pas été engagée dans ces fraudes, puisque c'est ce qui... Donc dans ces malversations, je pense que effectivement ces cadres devraient être par principe rétablis dans leurs droits. Mais encore une fois, je dois avouer que je n'ai pas eu ce dossier sur ma table pour pouvoir trancher, dire quelque chose de spécifique. Mais le principe voudrait que lorsque vous êtes mis en cause, si vous êtes blanchi, donc lorsque vous êtes poursuivi, si la justice vous blanchit et qu'aucune charge n'est retenue contre vous, normalement, vous devez être rétabli dans vos droits. Ça, c'est le principe. Okay. La deuxième question, c'est une question elle est très personnelle. Personnelle. Oui. Et il a un contentieux avec quelqu'un par rapport à un certain nombre de grammes, 540 grammes d'or. Oui. Aujourd'hui, il fait tout pour... Il demande si c'est moi qui lui ai dit au ministre de ne pas recevoir les citoyens. Non, naturellement que non. Je dois vous dire que le gouvernement, de façon générale, et l'administration avec à leur tête les ministres sont à la disposition du pays et des citoyens. Donc, mais vous comprendrez que nous avons à travers le pays de nombreuses cours de justice donc qui traitent des milliers de dossiers et que le ministre ne peut pas recevoir chaque citoyen qui a un problème pendant devant la justice. Donc la justice justement est faite pour ça, pour pouvoir trancher les litiges. Et aujourd'hui d'ailleurs, le gouvernement a fait un pas en avant en mettant en place le Conseil supérieur de la magistrature, toujours pour permettre justement à ce que cette justice puisse sanctionner les magistrats indélicats. Voilà. Mais l'idée en fait, c'est de permettre à la justice de mieux faire son travail, puisqu'il y a cette épée de Damoclès qui pèse là. Donc c'est une manière aussi de faciliter les choses pour le citoyen. Oui, c'est l'autre question d'Alpha Kabine Kouyaté. Non, toujours la troisième question, la CENI propose, voilà. La date définitive de la tenue des élections. Donc son indépendance aussi est dépendante. Oui, non, mais c'est elle quand même qui propose. La date, c'est bien, c'est une chose, mais les textes sont très clairs. C'est vrai que vous proposez une date, mais on ne propose pas une date si un certain nombre de choses n'ont pas été mises en place. Ouais. Les élections, c'est un peu comme un compte à rebours. Ouais. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites, donc d'étapes franchies pour que les élections puissent se tenir. Donc une date ne peut être proposée qu'à partir de ce moment. Voilà, de tout un processus. Ouais. Voilà. Oui. Avec les partenaires hyperdynamiques, on a vu un premier visage, un second visage aujourd'hui, c'est avec les Américains qui viennent sous toujours le label de hyperdynamique que la recherche a été engagée, mais ça n'a rien donné. Alors, dans le domaine de l'exploration pétrolière, c'est un domaine très très compliqué, surtout l'exploration pétrolière offshore. Dans le cas de la Guinée, nous parlons bien d'exploration pétrolière offshore dans un premier temps, mais qui plus est,
exploration pétrolière offshore en eau profonde. Donc, c'est un processus complexe, c'est un processus qui coûte énormément d'argent. Un puits, pour forer un puits en eau profonde, ça peut vous coûter plusieurs dizaines de millions de dollars. Ce cas précis, on parle de 20 millions ou 45 millions 45 millions. 45 Donc, millions de dollars. Pour faire ça, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la recherche, vous pouvez forer 3, 4, 5 puits avant de trouver le pétrole. Donc, vous comprendrez que ça demande des moyens conséquents. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent, c'est-à-dire d'avoir, vous comprenez, quand vous faites le compte, nous parlons là de centaines de millions. Pour forer déjà le premier puits, je crois que c'était plus d'une centaine de millions, le premier. Tout premier, oui. Et là, on parle de 45. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que le fait, ce n'est même pas dire qu'il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent au point de pouvoir risquer des dizaines, voire des centaines de millions. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La question de l'auditeur était liée à un partenaire guinéen. Pourquoi je rappelle tout ça? C'est dire que quand vous êtes actionnaire dans une société, à un moment donné, il faut mettre la main à la poche. C'est-à-dire, si vous êtes actionnaire d'une société, vous avez 10%. Si on dit que il faut réunir 45 millions, c'est-à-dire vous devez apporter les 10%, les 4 500 000. Voilà. Donc, parce que la question, j'ai compris, il avait parlé d'un partenaire guinéen. Je crois qu'il y a eu beaucoup de péripéties, que les premiers forages n'ont pas donné et qu'ils ont dû recomposer le tour de table. Donc, faire venir de nouveaux partenaires qui ont apporté de l'argent. Donc, c'est peut-être ce qui explique le changement d'actionnariat dans la société. Monsieur le Premier ministre, on a largement dépassé le temps habituel d'antenne. C'était lié à l'exclusivité. Voilà, non seulement à l'exclusivité, mais aussi à la pertinence des sujets à débattre. Le mot de la fin. Je voudrais, comme mot de la fin, rappeler que nous sommes au service de la nation guinéenne et des Guinéens. Donc nous nous sommes fixés, moi-même en tant que chef du gouvernement, et avec l'équipe gouvernementale, nous sommes fixés un certain nombre d'obligations, en ce qui concerne notamment une obligation de responsabilité et de redevabilité dans l'action que nous menons au gouvernement. Et ce devoir de responsabilité et de redevabilité nous amène de temps en temps à venir partager avec nos concitoyens ce que nous faisons au niveau du gouvernement. C'est pour ça que je me suis fixé comme règle de temps en temps de venir rencontrer la presse, d'échanger avec les journalistes et à travers vous, bien sûr, qui êtes une courroie de transmission avec vos auditeurs, parler aux Guinéens pour leur rendre compte de ce que nous faisons. Donc je voudrais vous remercier pour ce débat très riche et sans concession, puisque j'ai vu qu'il y avait des questions très pointues, mais c'est aussi l'objet de ce type de débat. Et je puis vous assurer que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est un gouvernement de mission qui est attelé à sa tâche, qui tient sous la direction éclairée du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de mener cette mission au service des Guinéens, de faire en sorte que notre pays aussi puisse sortir de ce statut de pays à fort potentiel pour être un pays qui transforme ce potentiel en réalité tangible pour que les Guinéens puissent bénéficier, pour que les Guinéens puissent voir leur quotidien s'améliorer. Nous pouvons le faire, nous devons le faire, mais cela appelle la responsabilité de nous tous. Nous devons être sans concession. Les choses qui ne marchent pas, les choses qui ne sont pas manifestement à faire, qui ne sont pas bonnes, nous devons de façon responsable les dénoncer et nous atteler à construire notre pays. Personne d'autre ne viendra construire la Guinée à la place des Guinéens. Mais cela doit se faire de façon responsable et sans concession. On ne doit pas se voiler la face, on doit avoir le courage d'attaquer ces problèmes
Et ce sera mon mot de la fin. Merci donc à vous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Mamadi Yula, d'être passé dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara et Lamine Monument Sissé de la radio Djigui FM pour la co-animation. Merci à Suleiman Kamara et à l'ensemble de l'équipe de la cellule gouvernementale pour le travail abattu pour que cette émission soit possible. Merci à l'ensemble des techniciens côté radio Abokarami Bangoura Kande Omar Kamara, cabinet Sano Yamoussa Sila. À la réalisation côté TATV, Alassane Diallo, Moro Moukamara, Sekou Touré, Kadia Touré. Ça n'est donc terminé pour ce numéro. La rediffusion, c'est à 22h05 sur Chéri FM, la 104.1 ou dans le canal 460 ou encore sur la toile www.chérifmguinée.com. Et au niveau de la télévision, c'est à 22h15 ou encore allez tout simplement sur www.tamtamguinée.com pour regarder l'intégralité de la vidéo. L'émission va continuer demain avec un autre invité, Dr Dansa Kourma, président du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Notre rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Encore une fois, à vous auditeurs et téléspectateurs, merci de l'attention et portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Chéri.